Bonjour et bienvenue. Nous sommes heureuses de vous accueillir sur cette thématique voilà, qui concerne la semaine de l'évolution professionnelle. Nous nous présentons, nous sommes deux représentantes de l'APEC, Muriel Penaud et moi-même Carole Lemel. Nous allons vous accompagner Bonjour. pendant cette heure-là pour vous présenter les différentes étapes clés de la vie professionnelle. Je vous propose d'abord de vous donner quelques points de repère. Donc Muriel, qui est à mes côtés, aura un rôle capital en fait dans l'organisation et la prise en compte de vos questions, et notamment au travers du chat sur lequel je vous invite à porter vos questions. Et nous régulerons les choses au fur et à mesure ou à la fin, selon la densité des questions. Bonjour, bienvenue à tous. Merci à toi, Muriel. Donc, la semaine de l'évolution professionnelle, c'est une période en fait pendant laquelle différents partenaires prennent la parole sur différents sujets, donc l'APEC, le réseau EVA, les groupements d'évolution, la BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, opérateurs du Conseil en évolution professionnelle pour les salariés du privé, les indépendants. Et donc, c'est autour de la thématique de l'évolution professionnelle qu'on se regroupe pour vous présenter différents thèmes et vous apporter des points de repère en fait dans vos réflexions qui sont les vôtres. Donc cet événement est 100% digital et accessible à tout le monde. Des enregistrements sont réalisés de manière à pouvoir regarder de nouveau les replays. Donc le thème qui nous concerne, ce sont les étapes clés de la vie professionnelle. Donc on va présenter, on va dire, différents moments clés en fait qui jalonnent en fait le parcours professionnel, qui sont rarement linéaires, et l'enjeu notamment des acteurs du conseil en évolution professionnelle, pour que vous puissiez avoir des réflexes tout au long de votre parcours, que vous soyez après en écrire les premières lignes ou en écrire des lignes de la troisième partie de carrière. Mais l'idée, c'est de vous donner des points de repère, de se dire à tout moment, je peux mobiliser un conseil en évolution professionnelle dans les différents réseaux que nous vous avons présentés jusqu'à présent. Alors, Carole, a priori, il y a des petits bruits de résonance. Le son est assez mauvais. Alors, je sais pas si tu m'entends, Carole. Oui, je t'entends, Muriel. Est-ce que là, si Ouais, je me ouais. rapproche, est-ce que c'est mieux au niveau du son? Peut-être que je peux porter plus ma voix. A Je vous priori, laisse. il y a un peu de résonance. Donc, est-ce que vous identifiez, est-ce que c'est plus quand c'est moi qui parle, Muriel, ou est-ce que quand c'est Carole? Si j'essaye, alors je vois plein de thématiques de bonjour, donc bonjour. Oui, oui. Mieux au niveau du son. Voilà, ça va vite. Je continue, mais n'hésitez pas. Alors, si ça résonne, je vais tenter, mais voilà, je bouge plus. Donc, les étapes clés de la vie professionnelle, donc selon les périodes de la vie professionnelle, que ce soit au début ou en fin de carrière, mais aussi voilà, selon l'histoire en fait individuelle que l'on peut vivre, rencontrer, il y a des éléments qui vont impacter et en fait vous amener à pouvoir en fait mobiliser un conseil en évolution professionnelle. Je vous propose que nous puissions en fait aborder ces différents moments et voir en quoi en fait ça peut être intéressant de les garder en mémoire et de pouvoir vous dire à tous les moments de voilà présenter, que vous puissiez mobiliser cette action de conseil en évolution professionnelle. Donc, sont regroupées en fait 5 familles de moments clés. Donc, nous allons les reprendre tranquillement. Donc, il y a les premiers moments, les rites de passage. Donc, je vais les représenter plus tranquillement tout à l'heure. Donc, les rites de passage, les évolutions professionnelles, les temps de remise en question, les épreuves professionnelles et les épreuves personnelles. Tous ces moments clés, en fait, sont des situations où l'on peut mobiliser du conseil en évolution professionnelle, et on va en parler plus, voilà, plus individuellement. Donc, les rites de passage. Les rites de passage, en fait, souvent, on les associe plutôt
au début de carrière, ils sont marqués par de multiples premières fois, donc qui sont des rites de passage, en fait, par exemple, la recherche de stage, l'obtention du premier CDI, l'intégration dans un nouveau poste, le premier, le premier salaire. Donc, ce sont différents rites, en fait, où finalement, ce sont les premières fois. Donc, on va y trouver, on va dire, visuellement, voilà, le choix du diplôme, en fait, est un rite de passage parce que c'est aussi l'entrée d'une scolarité vers le monde du travail, la recherche en fait d'un stage en fait de fin d'études ou d'une alternance, le premier poste en fait qui est aussi un moment clé qui peut aussi conditionner beaucoup le confort ou l'inconfort parfois de moments et d'appréhension professionnelle, l'intégration au premier poste et sa période d'essai, d'où l'importance de beaucoup le préparer pour pouvoir, on va dire, gagner en toute sérénité en fait dans son évolution professionnelle qu'on abordera après. Le premier salaire, c'est premier élément de reconnaissance. L'obtention du premier CDI, qu'il arrive, on va dire, au démarrage de son parcours ou à un moment autre voilà, qu'après l'obtention du diplôme. Et le premier entretien d'évaluation annuel est aussi un bilan, l'occasion de faire un bilan et de voir, on va dire, voilà, un retour sur ses premiers moments professionnels. Pour vous donner un exemple, je vais essayer d'illustrer mes propos au fur et à mesure. Je vais prendre l'exemple en fait de Clara, qui est une jeune diplômée, qui est ingénieure et qui en fait arrive d'une région de province et qui, une fois arrivée sur Paris, volonté pour elle en fait de pouvoir poursuivre ses études. Elle arrive dans un lieu qu'elle ne connaît pas et donc elle a un objectif de trouver une alternance pour poursuivre ses études. Donc là, c'est première étape de vie, premier rite de passage qui font finalement l'amener à se poser des questions et à envisager et puis à rencontrer un acteur du conseil en évolution professionnelle pour se donner des repères sur le marché de l'emploi et se donner des repères pour rechercher son alternance. Donc voilà un premier élément en fait de rite de passage. Je vais m'autoriser en fait, donc s'il y a des questions sur les rites de passage, en fait, tu n'hésites pas, Muriel, à m'interpeller en fait. Et puis si ce sont des questions plus génériques, on pourra, voilà, tu n'hésites pas. Ouais, Carole, je coupe mon micro parce que vraisemblablement, quand mon micro est ouvert, il y a un peu plus des résonances. Donc, du coup, moi, je le coupe. Non, non, il y avait des petites questions plus sur l'écran principal qui n'étaient pas toujours le plus visible pour tous. Mais je pense qu'il faut qu'ils cliquent tout simplement sur l'écran principal et c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, sinon, pas de questions. Ok. Donc, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. J'essaierai de les recenser et d'interrompre ou d'interroger Carole à un moment le plus judicieux. D'accord? Donc n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Hein. Utilisez bien le chat. Merci Carole. Merci Muriel. Donc, après les rites de passage, on va revenir sur une des 5 étapes que l'on a abordées tout à l'heure, c'est les évolutions professionnelles. Donc, les évolutions professionnelles, elles sont multiples au cours d'une carrière. Elles sont rythmées, on va dire, par un certain nombre de changements. Ça peut être des changements de mission, des changements de périmètre d'action, des changements de niveau de responsabilité, des changements d'entreprise. Donc, c'est plein d'étapes qui sont clés et qui sont communes à beaucoup de personnes. Mais qui font finalement impacter une réflexion, comment dire, avoir un impact également sur les éléments motivationnels, de se dire qu'est-ce qui fait que je vais aller d'une entreprise à une autre, pourquoi je pourrais prendre ce poste, parfois des questionnements autour des compétences, de se dire est-ce que j'ai la compétence pour pouvoir, on va dire, évoluer à ce poste-là. Ce sont tout un tas de changements qui vont conditionner finalement la possibilité de rencontrer quelqu'un en conseil en évolution professionnelle, y compris sur des éléments parfois de négociation de rémunération par rapport à des périmètres sur lesquels vous pouvez ou vous pourriez évoluer et puis de se dire voilà à quoi ça correspond aujourd'hui. Et puis bien évidemment une démission est aussi une étape de l'évolution professionnelle. Donc les évolutions, elles arrivent, on va dire, du rite de passage jusqu'à l'écriture, on va dire, et de la troisième partie de carrière que je vais renommer, voilà, plus précisément, voilà, avec la liquidation de la retraite, en fait, voilà, par rapport à ça. Je continue sur l'autre thème, en fait, troisième étape, les temps de remise en question. Alors, les temps de remise en question, ils sont nombreux. Si je regarde ma pratique, et Muriel pourrait l'illustrer également, ça va être
des moments clés, en fait. Ça peut être, j'ai obtenu mon diplôme et je sais pas trop comment le mobiliser, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en termes d'orientation professionnelle. Ça fait 15 ans que je fais ce travail-là, mais voilà, j'ai perdu le sens, en fait, dans mon activité professionnelle et je voudrais pouvoir me réorienter. Et comment je m'y prends pour me réorienter? euh, je vois bien que je vais au travail avec douleur, mais du coup, voilà, comment j'aborde, on va dire, mes futurs choix professionnels par rapport à ça. J'ai un changement, voilà, je peux aussi envisager de se dire, ben voilà, j'ai un parcours plutôt salarié et là aujourd'hui j'ai la volonté de pouvoir devenir indépendant, de ne plus être en situation, on va dire, d'être toujours sur le même lieu de travail, mais de pouvoir rencontrer peut-être des clients, de pouvoir développer mon propre contexte professionnel. Et puis d'autres moments de remise en question, et je pourrais prendre l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée il y a peu. C'est quelqu'un qui est passé d'une région à une autre et notamment qui est arrivé, nous sommes en région ouest avec Muriel et qui est arrivé en région Normandie. Et donc, où ça a nécessité pour lui à la fois une approche du bassin, une approche marché, puis une prise en compte finalement des impacts pour lui aussi de cette notion de déménagement. Donc en fait, avec la mise en place d'un accompagnement en conseil en évolution professionnelle. D'autres exemples que je pourrais donner, ça pourrait être par rapport à de la réorientation. Je vais prendre un autre exemple que j'ai pu vivre au travers d'une rencontre professionnelle. C'est l'exemple de Marie. Alors, le prénom est modifié. Donc, Marie, à la base, elle a une expérience de 20 ans en tant que formatrice auprès d'adolescents. Donc, sa vie personnelle et professionnelle, on va dire, voilà, tout se passe bien jusqu'au moment où arrive, on va dire, une situation d'inconfort pour elle sur le plan auditif et elle perd de plus en plus de l'audition. Et donc, elle fait les examens nécessaires et voilà, un diagnostic est porté sur le plan de sa santé. Et donc, s'invite finalement une remise en question subie par rapport à ces enjeux de santé. Et avec Marie, on a travaillé pendant une année, en fait, dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle, pour travailler sur un enjeu de réorientation professionnelle où elle serait moins en face-à-face collectif, mais toujours dans un contact à l'autre. Donc, on a beaucoup travaillé sur ses compétences transférables, sur ses éléments de motivation, et puis sur des enjeux de se dire, elle était prête à se former, en fait, et d'obtenir une formation qui lui permette d'ouvrir le maximum de portes. Et au bout d'un an, Marie, qui approche, on va dire, des 50 ans, vient de reprendre une formation d'EduxP. Donc voilà, donc elle vient de commencer une nouvelle page d'écriture en septembre avec tout un montage de dossiers sur le financement de sa formation en tant que formation continue, adulte. Donc il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été portés. Et donc voilà, c'est pour vous illustrer des éléments aussi de remise en question qui sont aussi liés, et on va le voir après, à des éléments aussi professionnels et aussi personnels de santé. Alors, je ne peux pas agrandir plus la fenêtre. Je suis à mon maximum, en fait. Alors, si je coupe, je vais faire un essai, parce que je vois la question. Je vais faire un essai en coupant, moi, le visuel du chat pour voir si c'est mieux. Vous allez le dire à Muriel. Est-ce que c'est mieux comme ça? Si moi, j'enlève le chat. Ça n'a pas d'impact, Carole, a priori. Non, mais après, ils sont très collaboratifs entre eux, hein, donc il y en a qui disent, voilà, essaye de ressortir de la session et de re-rentrer. Des fois, on arrive sur le grand écran. Ah si, tu as des oui, c'est mieux, pardon. Eh bien alors, je l'enlève. Oui, donc quand tu enlèves le chat, a priori, c'est mieux. Moi, ça n'avait pas de différence, mais ouais, c'est mieux. Bon, eh bien, on va faire alors, après, on a une question, du coup, je me permets, question. Repérez-vous des temps de remise en question liés à l'âge? J'ai 38 ans, par exemple, crise de la quarantaine, ou sociaux, comme le Covid. Alors oui, je vais répondre et Muriel pourra aussi venir l'illustrer. Personnellement, ça fait plus d'une vingtaine d'années, je pense qu'à quelque chose près, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on exerce avec Muriel, donc je pense qu'on a clairement, il y a des remises en question qui peuvent se faire à des étapes de vie, je vais le dire comme ça, mais parfois des étapes de vie lorsqu'on devient parent. Parfois, ça peut changer à une orientation professionnelle par rapport à des engagements
de contraintes organisationnelles, d'horaires. La quarantaine, on va dire le 35-45, je vais le faire large, le 35-45 est aussi une étape où les notions de, je vais le dire avec un grand sourire, mais de se dire, est-ce que vraiment je suis à ma place? J'ai besoin de retrouver du sens. Il y a des éléments où j'ai pris ce poste, où j'ai fait ce métier-là, mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Parce que peut-être que j'ai saisi une opportunité, mais est-ce que je me suis posé les bonnes questions, en fait? Donc, oui, en fait, il y a aussi la cinquantaine qui peut arriver en disant, ben voilà, je vais prendre des stéréotypes et je mets plein de guillemets, hein, d'accord? Mais de se dire, ma vie de famille, en fait, voilà, mes enfants vont bientôt être en études supérieures, font partie ou leur premier job. Mais maintenant, j'ai envie de faire quelque chose, on va dire, de différent dans ma vie professionnelle, où je peux me rendre mobile pour pouvoir faire une mission en dehors de mon bassin d'emploi. Donc oui, il y a des étapes clés, puis il y a l'étape, comme j'ai dit à plusieurs reprises, de la troisième partie de carrière, où voilà, qui se pose en disant je suis peut-être pas complètement prête ou prêt à quitter le monde du travail et comment je peux faire une continuité avec autre chose en fait plus tard, quoi. Est-ce que je sais pas si j'ai répondu à votre question? En fait, je sais pas, je te laisse regarder en fait, Muriel. Alors, je vais attendre qu'il réponde. Après, Mm. oui, c'est souvent une question d'équilibre vie pro, vie perso. On Ouais. l'entend beaucoup comme ça. Et puis des priorités, effectivement, qui vont changer. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces temps de remise en question? Non, après, on nous demande si on abordera la QVT. Donc, j'ai fait une réponse comme quoi non, il n'y avait pas de point spécifique sur la QVT Après, sur notre séminaire à nous. il n'y a pas de point dessus. Après, ça va être plutôt comment dire, les éléments motivationnels, c'est-à-dire que dans la réflexion du conseil en évolution professionnelle vont être abordés différents thèmes. Il y a des compétences, mais c'est aussi quels sont les éléments moteurs et de motivation et votre équilibre, comme l'a évoqué Muriel juste avant, l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle et où vous mettez le critère en fait par rapport à ce point-là. C'est d'être très à l'aise avec soi-même, de se dire c'est quoi mes critères de choix en fait et qu'est-ce que je priorise. Euh, je vous propose que nous abordions les épreuves professionnelles. Alors il y en a plusieurs, hein, parce que les épreuves professionnelles, il y a plusieurs éléments qui peuvent les faire apparaître, hein, des éléments de conflit, de licenciement, de chômage. Je veux dire des notions de rupture souvent brutales, ou en tous les cas, voilà, c'est des étapes. En fait, je vais les apparenter à des moments de situation où il y a des gros changements, mais aussi des situations parfois de deuil. Quand je dis de deuil, ça peut être un changement professionnel imposé, ça peut être un épuisement professionnel, ça peut être une fin de contrat, ça peut être une mise à l'écart dans l'entreprise, ça peut être un licenciement pour faute, un licenciement économique. Enfin, il y a plein de situations professionnelles comme ça, et ça s'inscrit tout au long de la carrière. C'est-à-dire que, euh, comment dire, il y a plusieurs étapes qui peuvent s'inscrire à différents moments. En fait, je vais prendre un autre exemple tout à l'heure, mais on peut très bien vivre dans sa carrière un conflit avec un manager, euh, en trouver la sérénité dans le mode de communication, dans le mode d'échange avec ce dernier. Et puis, quelques années après, pour des raisons économiques, l'entreprise, en fait, met en place une notion de licenciement. Donc voilà, alors, il y a un petit truc qui s'apparaît, en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, voilà. Donc voilà, donc là, ça peut être plusieurs choses qui peuvent être vécues et il faut avoir le réflexe de se dire que toutes ces étapes, toutes ces épreuves professionnelles, elles peuvent être abordées en fait avec un professionnel extérieur, un conseiller, pour vous permettre de passer les étapes avec le plus de sérénité possible. Notamment, si je regarde dans ma pratique, les périodes d'épuisement professionnel sont des périodes fréquentes, et que souvent c'est un point de rupture entre une situation où la personne était à 200-300% très investie professionnellement et personnellement, et puis un matin, il y a un réveil qui se fait et il y a un trou noir, quoi. Il y a un trou noir par rapport à ce point-là. Il y a vraiment ce point de rupture majeur. Et de se faire accompagner.
dans ce contexte-là est quelque chose en fait de primordial, je vais le dire comme ça, et d'essentiel pour continuer d'écrire sa page professionnelle ensuite. Et de la même manière qu'une période de licenciement ou une période de chômage, je vais le dire avec des guillemets, mais subie et pas, voilà, où la personne elle vit les choses de manière vraiment sans en avoir ben, comment dire, oui, écrit les lignes, eh ben, ça peut être quelque chose de très violent. Tout à l'heure, à la question de se dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, en fait, si on regarde, en fait, la tranche d'âge, on va dire, à mi-carrière, à mi-vie, professionnellement, est une tranche d'âge où il peut y avoir, on va dire, des épreuves professionnelles marquantes avant, mais des épreuves professionnelles assez marquantes à ce moment-là. Donc, c'est important, en fait, parfois même de le prévenir, je vais dire comme ça. On peut avoir aussi des cadres, nous, dans les personnes que nous accompagnons, qui vont venir pour pouvoir anticiper finalement une autre écriture et éviter finalement cette situation d'épuisement professionnel qui ressentent des éléments qui pourraient les amener à. Donc vraiment, c'est parfois d'être en mode préventif. Alors, Carole, ouais, je Oui, peux me ah bien permettre. sûr. Juste, je reprécise. Donc, si vous avez des questions plutôt dans le chat, c'est vrai qu'il y a un onglet questions, hein, mais voilà, on préférait que vous posiez les questions dans le chat. Toutefois, il y en avait deux, du coup, que je n'ai pas vu. Donc, de Marie-Gaëlle, donc, hormis l'APEC, quels sont les autres opérateurs? On va revenir tout à l'heure dessus, d'accord? Donc, vous allez avoir la question un peu plus tard. Et la deuxième question, c'est il y a aussi un aspect psychologique en arrière-plan. Quelle est votre approche, votre posture par rapport à cela? Donc après, on rentrera peut-être pas forcément dans le détail de tout ce qui va faire la spécificité de l'APEC, mais c'est pareil, on va l'aborder un petit peu après. Puis on le voit bien dans les différentes étapes. Effectivement, là, on vient de l'évoquer avec période de chômage, qui peut être période de souffrance, etc. On reviendra dessus. Marie-Gaëlle, on va essayer de répondre effectivement un peu plus tard aussi à cette question. Et puis j'ai Magali sur les rites de passage, pardon, sont-ils uniquement en début de carrière n'y en a-t-il pas aussi après? Donc c'est pareil, c'est dans tous les moments de la vie, mais voilà, l'étude qui a été faite a tendance à montrer qu'il y a des périodes différentes, mais non, c'est pas spécifique au début de carrière. On évolue avec les slides là, sur le temps qui passe. J'ai rajouté sur les rites de passage, je vais prendre un exemple très concret. Le CDI, il y a un nombre de personnes qui obtiennent leur CDI à 35, à 40 ans. Enfin, ça, c'est des choses voilà, parce que à un moment donné, il y a eu un investissement, par exemple, sur différents contrats, des changements de vie. Enfin, il y a eu des éléments qui ont fait. Puis il y a des métiers où il y a davantage un enchaînement de CDD ou de missions plus que de CDI, ou quelqu'un qui a commencé son parcours par une activité plutôt entrepreneuriale va se dire à un moment donné, voilà, je pense que j'ai écrit cette page-là et j'ai envie d'aller sur une activité plus salariale et peut avoir son premier CDI aussi comme ça. Donc les rites de passage, ça peut être c'est toutes les premières fois. Donc voilà, si on devait. Alors effectivement, comme dit Muriel, l'étude montre que voilà, il y a une tendance sur le démarrage, mais il y a plein de premières fois qu'on peut vivre à différents moments, quoi. Je me suis notée de revenir sur les éléments plus psychologiques, mais effectivement, voilà, on y revient, mais cette partie-là sur les épreuves professionnelles, on a forcément une approche orientée psycho, mais nous ne sommes pas thérapeutes quand on est conseiller en évolution professionnelle. Et le bon matching, je dirais, c'est vraiment de trouver l'accompagnement du conseiller en évolution professionnelle associé à un accompagnement parfois plus thérapeutique lorsque l'épreuve vécue est quelque chose de très douloureuse et que ça implique un travail de reconstruction, de deuil. D'accord? Donc voilà. J'ai pas donné, donc alors attendez, parce que du coup j'en étais sur les épreuves professionnelles. Je vais prendre un exemple en fait, voilà, par rapport à ça. Donc c'est l'exemple en fait de Claude. Donc pareil, le prénom a été modifié. Claude, elle a eu un licenciement économique après plusieurs années dans une même entreprise. Donc un coup dur. Elle est à l'aube de ses 45 ans et lorsqu'elle voilà, elle a quelques années auparavant, elle a vécu une situation d'épuisement professionnel, donc à son retour de congé maternité. Donc voilà, donc il y a eu plusieurs éléments de vie qui se sont enchaînés
Et lorsqu'elle prend contact avec un acteur du conseil en évolution professionnelle, elle a besoin de se reconstruire en fait pour pouvoir travailler son évolution et être sereine dans sa seconde partie de carrière. Parce que est venue s'additionner une période de transition avec le congé maternité, associée à une période d'épuisement professionnel. Et puis là, dernier point, le licenciement économique. Donc les épreuves personnelles qui sont souvent conjointes, on va dire, voilà, qui peuvent se croiser avec ce qu'on vient de s'évoquer dans les épreuves professionnelles. Donc les épreuves personnelles, elles ont un impact. Elles ont un impact, on va dire, dans les éléments de vie professionnelle. Les changements de situation de couple, la création du couple, ou au contraire une séparation ou un éloignement du couple, parce que géographiquement, il y a des contextes professionnels différents. Le contexte d'une maladie grave peut aussi avoir une situation impactante. Le rôle d'aidant pour un proche malade, qu'il soit ascendant ou descendant, et puis le décès d'un proche. Donc ce sont tous des moments, on va dire, à fort enjeu dans sa vie personnelle, mais qui ont un impact important, qui peuvent déclencher, je vais prendre plusieurs exemples, qui peuvent déclencher finalement parfois soit un rebond, soit au contraire une situation soit de rebond, de réécriture ou d'écriture d'une nouvelle page professionnelle, ou au contraire parfois une situation plus délicate où le moral en fait est beaucoup plus impacté et la personne a plus de difficultés à se projeter professionnellement. Je vais prendre l'exemple en fait pareil d'une personne que j'ai accompagnée il y a quelques années. Donc c'est un monsieur, je vais le renommer Jean. Donc Jean, il a 49 ans, il a travaillé majoritairement dans des domaines de la relation commerciale avec une responsabilité commerciale plutôt sur les bassins parisiens. Et lorsqu'il arrive en fait dans la région ouest, il y arrive parce qu'il vient en soutien en tant qu'aidant familial en fait de ses parents. Donc il est soutenant pendant 18 mois et pendant 18 mois, du coup, il commence en fait à faire des allers-retours entre Paris et sa famille. Et il se rend compte que c'est impossible de gérer sa vie professionnelle associée à sa vie d'aidant. Et il fait le choix en fait de négocier une rupture conventionnelle pour venir aider ses parents. Ce choix-là est fait. Il est aidant pendant 18 mois. Voilà, jusqu'au décès en fait de la personne de sa personne proche. Et là, il y a quelque chose de très douloureux qui s'installe parce que 18 mois sont passés, une fin d'indemnité Pôle emploi et une situation, on va dire, de psychologiquement impactante. Et en fait, lorsqu'il rencontre, en l'occurrence l'APEC, avec une volonté finalement, en fait, il y a quand même un élément motivationnel qui est là, avec une volonté de se dire: maintenant je vais pouvoir rebondir et de rebondir en gardant mes compétences, mais par rapport au territoire sur lequel je suis. Donc il y a un travail d'accompagnement en dehors qui s'est mis en place et conjointement un travail plus lié à l'évolution, au repositionnement professionnel qui s'est élaboré. Donc en fait, on a pu voir que quelque part pour Jean, ce choc personnel l'a amené à se repositionner sur ce bassin et à être en réussite aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'il est dans son poste, il est en réussite, il a retrouvé un niveau de responsabilité qui pouvait être proche de celui-ci qu'il avait en région parisienne et de pouvoir continuer d'écrire et d'avancer. Donc voilà un exemple, on va dire, de situation où les épreuves personnelles ont un impact dans la vie professionnelle. Donc voilà. Donc je te fais juste part, Carole, de quelques échanges, quelques remarques d'Elisabeth Floren, je crois, comme quoi, oui, ces étapes, ces différentes étapes clés n'ont pas forcément effectivement un âge spécifique, peuvent être parfois récurrents ou en fonction effectivement, bien sûr, de la situation de chacun. C'est pas forcément spécifiquement un âge, d'accord ? Il y a une autre question que j'ai qui sera plus sur comment être accompagné. Donc ça, on en parlera sur le deuxième volet et ça répondra aussi un petit peu à la question de Christelle, même si je reprendrai celle-ci par la suite plus en détail. Ça marche. Je te laisse continuer, Carole. Merci Muriel. Donc voilà, donc effectivement des épreuves en fait qui peuvent apparaître à tout moment
Alors, c'est pas que pour le scénario catastrophe, hein, mais je vais prendre une situation plutôt joyeuse parce que là, je vous ai donné un exemple grave, on va dire, par rapport aux impacts. Je vais prendre l'exemple en fait d'une jeune diplômée que j'ai accompagnée, qui était donc sur ce bassin-là. Son amoureux, je vais le dire voilà, avec son amoureux était sur en Allemagne et donc création du couple. Et donc, elle a fait le choix de pouvoir apprendre l'allemand en étant ici et puis de pouvoir travailler et analyser son marché sur ce territoire allemand pour pouvoir le rejoindre. Donc, c'est aussi une autre histoire qui a impacté finalement le démarrage de son positionnement professionnel et son rite de passage vers le monde du travail. D'accord. Son premier emploi, finalement, elle l'a obtenu en Allemagne, tout en conciliant avec une étape de vie personnelle de la création de son couple. Donc, on vient d'aborder les différents moments clés, les 5 étapes en fait qu'on peut retrouver, les 5 moments clés. Ces 5 moments clés répondent à des besoins spécifiques, hein, donc on revient, les rites de passage, souvent voilà, c'est une nécessité de repère parce que c'est quelque chose de nouveau et ils peuvent arriver à différents moments. Donc voilà, un grand besoin de repère et parfois il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées parce que c'est de la méconnaissance. Donc l'idée, c'est dans les éléments de conseil, c'est de pouvoir donner des repères marché, des repères de rémunération, des repères de voilà comment je négocie mon contrat de travail, des repères mais également de comment je recherche mon premier emploi ou comment je peux envisager de négocier mon CDI, comment j'aborde et je construis mon entretien d'évaluation. Enfin, c'est tout ce qu'on a abordé juste avant. Deuxième moment clé, les évolutions professionnelles. Donc, elles s'accompagnent plus souvent, on va dire, de moments clés après 45 ans, mais je dirais que dans ma pratique, on peut en voir aussi à différents moments, parce que voilà, les évolutions, les changements d'entreprise, comment dire, les changements de périmètre de poste, ils arrivent à différents moments en fait, et c'est pas, on peut pas faire de généralité parce que c'est propre à voilà, à chaque histoire en fait de vie professionnelle. Également, ensuite, on a pu voir les temps de remise en question, donc qui interviennent souvent voilà, sur des moments de mi-carrière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est écrit, puis à un moment donné, il y a une prise de conscience, se dire est-ce que j'y trouve vraiment du sens. C'est vraiment un mot-clé que je peux m'autoriser à dire qui revient très souvent. Les épreuves professionnelles, voilà, auxquelles l'individu peut se heurter, mais aussi qui vraiment où il est important d'envisager d'être accompagné en fait enfin, être accompagné, c'est une manière aussi de pouvoir écrire la suite avec beaucoup plus de sérénité et en évitant de laisser des choses, on va dire, non résolues et non accompagnées. Et puis les épreuves personnelles qu'on vient d'aborder qui ont des impacts plutôt plutôt en majorité favorable, hein, parce que voilà, même si les épreuves sont dures, si moi je le regarde sur de la durée en fait et sur un accompagnement au plus long cours, on se retrouve quand même avec des jolies écritures, on va dire, après ces épreuves de vie rencontrées. Comme on a pu voir, la conclusion, en fait, avant que je revienne sur, et comme Muriel l'a précisé, qu'on revienne sur l'enjeu du conseil en évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle permet un accompagnement spécifique à chaque étape de la vie. C'est l'idée de pouvoir apporter des repères concrets, que ce soit auprès de jeunes cadres, mais également sur des étudiants pour rechercher, on va dire, les stages de fin d'études ou le premier emploi. C'est pouvoir soutenir différents moments clés de l'évolution professionnelle. C'est pouvoir accompagner les périodes de remise en question tout au long de la vie. Et puis, c'est aussi consolider l'accompagnement, en fait, pour pouvoir faire face aux épreuves professionnelles que l'on a pu citer et renforcer, en fait, un accompagnement dans des moments chocs ou des moments heureux, comme je vous ai précisé avec la jeune fille qui est partie en Allemagne. Donc, des moments heureux, en fait, autour de des épreuves personnelles. Une autre façon de le formuler, le conseil en évolution professionnelle, ça peut être sur des temps choisis et parfois un petit peu plus subis, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez trouver effectivement des référents dans le CEP. Je te laisse poursuivre du coup plus en détail. Merci à toi, Muriel. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est un processus
d'appui, donc auprès des différents acteurs. Donc je vais les renommer juste après, l'élément d'après. Donc c'est un processus d'appui pour les salariés, les indépendants, avec l'enjeu de faire un point sur la situation professionnelle et avec le cas échéant de pouvoir élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie pour évoluer professionnellement. Donc c'est gratuit, c'est confidentiel, c'est-à-dire que même si votre entreprise, si vous êtes en poste, vous donne l'information de pouvoir mobiliser un conseil en évolution professionnelle, nous ne sommes pas, enfin, dire, chaque acteur n'est pas dans une relation tripartite. Ça se passe entre vous et le consultant ou le conseiller en évolution professionnelle. Donc, tout ce qui se dit dans l'enceinte de l'accompagnement reste dans l'enceinte de l'accompagnement. L'idée, c'est de rester en neutralité et d'apporter, on va dire, quand une personne arrive avec des idées de projet, de pouvoir donner des points de repère, on va dire, pour aider la personne à avancer. Donc, ça va être donner des points de repère marché pour que quelque part, la personne, elle ait des informations qui ne soient pas des informations non posées, en fait. L'idée, c'est que ça soit structurant pour l'individu, que ce soit accessible, d'accord, donc de manière à pouvoir prendre rendez-vous facilement et puis qu'on reste d'un côté impartial. Pour répondre à la question de qui, donc il y a un certain nombre de partenaires en fait qu'on retrouve sur ce visuel, donc auprès des salariés du secteur privé et travailleurs indépendants. Donc je les recite, on retrouve Axis Martinique, on trouve Antea en Corse, on retrouve le réseau EVA, on retrouve la BGE, on retrouve mon CEP.org et on trouve, voilà, il y avait les éléments de la semaine de l'évolution. Et puis, on a des acteurs, donc on représente nous la PEC, il y a Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, vous avez l'Union nationale des missions locales pour les publics de moins de 26 ans et le Cap emploi pour des personnes en situation de handicap. Donc, tous ces acteurs ont une mission commune de pouvoir, on va dire, être en soutien à différentes étapes clés que nous venons de voir, qui peuvent vous concerner à différents moments et mobiliser un conseil en évolution professionnelle peut se faire à plusieurs reprises de son parcours. D'accord, ça c'est important, c'est de se dire je peux très bien le mobiliser maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Enfin, je veux dire, il y a la possibilité de pouvoir en fait le mobiliser à différents moments clés. La porte vers laquelle on est quand même assez unanime, c'est que si par exemple une personne travaille en conseil en évolution professionnelle, par exemple avec le Cap emploi, l'idée c'est qu'en fait le référent, ça reste Cap emploi, d'accord. Après, il peut y avoir un regard croisé entre partenaires, mais l'idée c'est que c'est un regard d'un partenaire. Du coup, je me permets de rebondir. Je pense que Marine a eu sa réponse. Donc, comment bénéficier du CEP, hein. Donc, il y a vraiment ce site qui est voilà sur le slide avant. Donc, mon CEP qui vous permettra de trouver votre opérateur. Et puis, du coup, je me permets de rebondir sur un témoignage que nous fait Christelle. Merci pour ce partage parce que j'imagine que c'est pas forcément toujours évident de partager ça. Elle écrit, je vais vraiment reprendre sa question. Actuellement en épuisement professionnel à 54 ans. Statut cadre, mon corps m'a lâché, je suis en soins depuis 6 mois. Comment s'atteler à trouver un nouvel emploi où cela ferait sens et me ferait plaisir de travailler? Comment se faire aider à cet âge? Donc là, on retrouve donc la spécificité déjà, cadre du coup, donc vous pouvez vous orienter vers la PEC et demander un rendez-vous, donc qui va être effectivement gratuit. Et puis après, par rapport à votre témoignage, il faut effectivement vous accorder du temps et que vous soyez aussi prête à être dans cette étape pour aller effectivement vers nous ou vers un autre opérateur pour les autres personnes. Et je m'autorise en fait à rajouter, il y a tous les moments de la vie, on peut rencontrer quelqu'un en conseil en évolution professionnelle. Vous avez nommé votre âge. Je vais prendre un exemple d'un monsieur que j'ai accompagné. Lorsque je l'ai rencontré, c'était il y a 1 an et demi. Il sortait d'une situation, donc ce monsieur a 61 ans. Il sortait d'une situation de 3 ans professionnelle plutôt délicate avec une relation managériale un peu compliquée.
Et donc, tout en travaillant à côté sur le fait de retrouver ses repères d'homme et de reprendre confiance en lui, on a travaillé ensemble dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle sur les compétences qu'il pouvait transférer, sur les environnements professionnels dans lesquels il pouvait se repositionner. Et aujourd'hui, voilà, il est en situation d'envisager, donc au bout d'un an, donc il a repris confiance et de pouvoir en fait envisager il y a un contact, là, pour être très précise, un contact avec une entreprise. Donc, tous les moments clés, tous les âges, je vais dire comme ça, sont des moments où on peut rencontrer un acteur du conseil en évolution professionnelle. On en a le témoignage en temps réel, puisque Freddy, 38 ans, est aussi en épuisement professionnel actuellement. Donc, on voit bien que c'est pas une histoire d'âge. Du coup, je rebondis sur la question de Freddy qui suit. Ensuite, on lui parle souvent du bilan de compétences. Effectivement, qui est une prestation plus poussée. Sa question, c'est est-il conseillé d'aller aussi jusqu'au bilan de compétences? Je te laisse répondre. Ouais. En fait, le bilan de compétences, on n'est pas sur les mêmes, comment dire. Il y a un enjeu qui peut être commun, mais c'est vraiment deux prestations différentes. Le bilan de compétences, c'est encadré par un environnement spécifique, donc avec un nombre d'heures, avec des étapes bien spécifiques. Et puis, c'est selon la problématique de la personne. C'est-à-dire que il y a trois grandes étapes dans une démarche de bilan de compétences, mais selon l'enjeu professionnel de l'individu, effectivement, le bilan peut être un élément nécessaire à leur mise en place. Après, c'est aussi là, en fait, on ne peut pas comparer ces deux prestations aujourd'hui parce que là, on est sur une action du conseil en évolution professionnelle, accessible à tous, gratuit. Le bilan de compétences, ça implique une mobilisation d'un aspect financier, mais qui n'a pas le même cahier des charges. On n'est pas sur le même cahier des charges, en fait, dans les deux logiques. Donc, je pense qu'après, ce qui peut être intéressant pour vous répondre, c'est peut-être de rencontrer un acteur du conseil en évolution professionnelle pour poser un diagnostic beaucoup plus précis et voir en quoi le bilan ou pas pourrait être nécessaire pour vous. Et le bilan de compétences, et comme disait Carole, un cahier des charges bien précis. Du coup, vous allez souvent mobiliser votre CPF, votre compte personnel de formation. Autant le CEP est gratuit, mais effectivement, de fait, il n'y aura pas un temps imparti et quelque chose d'aussi poussé que dans le bilan de compétences. Et vous allez aussi devoir à ce moment-là solliciter votre compte personnel de formation ou solliciter peut-être votre entreprise pour qu'il vous le finance. Donc, on est sur des choses un peu différentes. On a une question aussi sur le CEP pour les fonctionnaires. Est-ce que tu veux répondre La question, c'est en fait, est-ce que vous y avez le droit? Est-ce que les fonctionnaires peuvent bénéficier effectivement du CEP? Sur mon CEP, sur le site en fait du CEP, vous avez l'acteur en fait vers lequel vous pouvez vous positionner en fait en tant que fonctionnaire. Donc oui, vous pouvez en fait mobiliser cette action-là. Après, il y a un acteur en fait. Alors je peux pas vous partager mon écran dans l'application sur laquelle je suis, mais vous avez un acteur en fait qui est dédié aux fonctionnaires. Après, il est arrivé que certaines personnes, on va dire, qui ont un projet de droit privé, mobilisent un conseil en évolution professionnelle parce que le projet qu'ils souhaitent écrire est dans un contexte de droit privé. Ou un fonctionnaire qui est comment dire, en disponibilité, parfois peut rencontrer un acteur du conseil en évolution professionnelle. Juste Pierrette, oui, les futurs retraités, mais encore salariés, peuvent bénéficier du CEP. Tant que vous êtes effectivement en poste, vous pouvez en bénéficier. Je te laisse avancer un petit peu, Carole. Il y a des questions, mais je vais essayer de les garder un peu pour la fin, parce qu'on est déjà à moins le quart. Quel est l'objectif en fait du conseil en évolution professionnelle? Alors, il y a déjà des choses qu'on a déjà évoquées, mais je vais redire comme ça vous donne des mots-clés de se dire si j'ai envie d'y aller, même si on a essayé d'illustrer avec les rites de passage, les évolutions personnelles, les étapes de vie personnelle, mais du coup, voilà, le CEP accompagne en fait dans une élaboration et une formalisation d'une stratégie qui peut avoir plusieurs visées, plusieurs enjeux, soit d'évoluer professionnellement, de passer d'un périmètre à un autre, de pouvoir évoluer en interne ou en externe dans une autre entreprise, de pouvoir travailler sur son développement de compétences en évoquant le fait de se dire que voilà, je prends un exemple, je suis
je gère beaucoup de projets dans mon entreprise, mais je me rends compte que j'ai appris dans l'entreprise, mais que je n'ai pas forcément de formalisation théorique. Dans quelle mesure je peux aller chercher un champ de formation plus formalisé pour pouvoir accueillir un peu mieux, on va dire, tout ce qui touche à la gestion de projet, par exemple. J'ai le désir de pouvoir, voilà, j'ai un enjeu de reconversion parce que voilà, ou de transition professionnelle, ou parce que voilà, quelque part, j'ai le sentiment d'avoir été au bout de ce que je vis, j'ai perdu le sens et je veux pouvoir en fait travailler ma reconversion. Ça peut être aussi également la reprise ou la création d'activités par rapport à cet enjeu-là. Ça peut être également la certification professionnelle parce que dans mon univers professionnel, le fait d'avoir ce certificat va me permettre d'accéder plus facilement aux attendus du marché ou en tous les cas d'avoir une reconnaissance par rapport à mes enjeux professionnels et mon expérience. Et puis, ça peut être aussi les enjeux de mobilité interne et externe. Donc, ce sont des différents moments, différents objectifs, en fait, pour lesquels on peut mobiliser un conseil en évolution professionnelle. Comment en fait, voilà, donc il y a des prises de rendez-vous. Chaque acteur, en fait, présenté n'a pas forcément toujours les mêmes modalités de prise de rendez-vous. Donc là, l'idée, c'est de se rapprocher, on va dire, de chaque acteur en fonction de votre profil, comme on a évoqué tout à l'heure, selon, voilà, si on est en transition, si on est salarié en situation de handicap ou cadre, ou voilà, ou peu importe. L'idée, ça va être de pouvoir exprimer sa demande, ses besoins, et il y a un premier niveau d'information qui peut être apporté, d'abord par rapport à l'environnement marché sur les métiers, l'offre de formation, les dispositifs de financement en fait de la mise en place d'un projet de formation par exemple. Également, ça peut être d'identifier les démarches possibles en fait que l'on peut mener selon son contexte, selon voilà ses enjeux à soi. Et puis, c'est bien évidemment un accompagnement personnalisé de manière à pouvoir analyser individuellement la faisabilité du projet. L'idée, c'est de faire un accompagnement qui va permettre de sécuriser le changement pour la personne. C'est pas forcément de dire oui, oui, c'est aussi de dire attention, est-ce que vous avez pris en compte tel et tel élément? Le marché, voilà, il apparaît telle donnée, telle information. Est-ce que vous avez pu rencontrer quelqu'un qui pourrait vous témoigner de cet univers ou envisager de faire une immersion professionnelle? Et l'idée, c'est de pouvoir construire avec l'acteur avec lequel vous travaillez un plan d'action qui va vous permettre d'accompagner chaque étape de l'écriture de ce nouveau projet ou de ce projet qui est le vôtre. Donc vraiment une démarche individuelle et personnalisée. Alors, je me permets juste une petite question. Est-ce que le demandeur d'emploi peut s'orienter vers un CEP? Donc, oui, on a dit que Pôle emploi était acteur du CEP. C'est une question de Camille. Pour le coup, alors je vais donner notre exemple à nous, parce qu'après les autres opérateurs, je ne sais pas trop comment on va fonctionner, EVA, etc. Mais on peut parfois effectivement, bien sûr, avoir des cadres qui sont demandeurs d'emploi et qui pour autant vont également s'orienter vers nous. L'idée n'est pas forcément de multiplier les opérateurs, mais voilà, faut pas hésiter à solliciter l'APEC si effectivement vous êtes cadre. Après, j'ai une autre question de Pierrette. Le CEP sera-t-il accessible par la suite aux fonctionnaires? Alors, le CEP l'est déjà, mais pour vos opérateurs à vous. Donc, vous avez souvent des interlocuteurs qui vont être propres à vos structures. Vous les trouvez aussi sur le site, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, ça dépend aussi si vous étiez contractuel ou si vous êtes effectivement titulaire. Et puis, puisque si vous avez été contractuel, bien sûr, vous pouvez vous repositionner dans le secteur privé, donc solliciter aussi un acteur du privé. Et puis, si vous êtes contractuel, mais que vous décidez de candidater dans le privé sur un poste cadre, par exemple, pour l'APEC, on va aussi vous faire un entretien, voilà, de premier niveau, comme vient de le décrire, par exemple, Carole. Le site, merci Muriel, le site que nous vous évoquions, c'est en www.moncep.org, sur lequel vous allez pouvoir renseigner, on va dire, votre situation, la localisation, et vous allez pouvoir retrouver finalement l'acteur avec lequel vous pouvez rentrer en contact et envisager, on va dire, cet accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc, c'est le premier point d'entrée par lequel vous pouvez
voilà, commencer cette démarche en fonction des questions qui sont les vôtres. Donc voilà, donc là c'est le dernier visuel où vous allez retrouver les partenaires. Bien évidemment, voilà, s'il y a des informations qui vous ont échappé ou vous voulez revoir des choses, vous pouvez, que ce soit pour cet atelier ou d'autres ateliers, d'autres webinaires qui sont proposés pendant cette période de semaine d'évolution prenelle, vous pouvez retrouver des replays. Donc, je pense qu'il y a peut-être des questions qui sont restées. Oui. Voilà, donc je te propose Alors, je vais d'abord. remonter parce que j'en ai parfois raté quelques-unes où j'ai essayé de les synthétiser. Donc, j'ai Cynthia qui me dit, étant demandeur d'emploi, je voudrais me faire financer le bilan de compétences et non utiliser mon CPF. Donc, Vas-y, comme tu Muriel. veux. Alors, comme on a expliqué plus avant, hein, le bilan de compétences, c'est un cahier des charges effectivement bien spécifique. Donc, de fait, si c'est un bilan de compétences au sens strict, ça va mobiliser votre CPF. Pour autant, si vous êtes demandeur d'emploi, le Pôle emploi a aussi plein de prestations qui n'ont pas forcément cet intitulé, hein, bilan de compétences au sens strict du terme, mais qui va vous permettre de travailler effectivement votre projet professionnel. Je pense au actif projet, par exemple, pour en nommer un, mais voilà, sollicitez votre conseiller Pôle emploi si vous êtes demandeur effectivement d'emploi. Sinon, effectivement, ce serait une mobilisation CPF. Si vous êtes en poste, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez effectivement solliciter aussi votre entreprise qui peut décider parfois de le faire financer sur son plan de fond. Après, il y a pas mal d'échanges qui se sont faits entre les personnes avec des réponses, donc beaucoup de bienveillance. Alors, on parle aussi du parcours chance. Je ne sais pas si ça te parle, hein. Au jour d'aujourd'hui, il y a les bilans de compétences et puis il y a des choses qui sont proposées dans le cadre du CPF avec des parcours chance. Je ne sais pas si tu connais un petit peu la spécificité, Carole. Moi, pas forcément. Je sais que c'est un autre intitulé aujourd'hui des bilans de compétences, mais pour avoir la spécificité et le contenu, je ne saurais pas vous dire exactement. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter les opérateurs, hein. Souvent, sur le bilan de compétences, le premier entretien est gratuit et se veut effectivement pour vous de vous présenter l'action. Donc, n'hésitez pas au contraire, hein, si vous décidez de faire un bilan de compétences, de solliciter une ou deux autres personnes. Combien de temps dure l'accompagnement CEP ? Alors, clairement, il n'y a pas une notion de... Enfin, je vais parler, on va dire, dans ce que je peux vivre, et je pense que Muriel va être dans la même logique. En tous les cas, dans notre fonctionnement, l'idée, c'est dans le premier rendez-vous, lorsqu'on pose le diagnostic et les enjeux avec la personne, on va poser finalement quelles sont les étapes par lesquelles la personne, on va passer pour pouvoir arriver à l'enjeu de l'individu. Donc, si l'enjeu est de changer de travail, ou de réussir un entretien d'évaluation, ou de pouvoir négocier une rémunération. On a pu voir, il y a plein d'enjeux différents. Du coup, ça peut être 1, 2, 3 rendez-vous. Mais si c'est un enjeu de réorientation professionnelle, comme je vous ai donné l'exemple en fait d'une personne, voilà, là, ça a été organisé sur une année. Donc, ça dépend en fait finalement de la thématique et de l'enjeu et puis du point d'entrée en fait, du cahier des charges validé ensemble lors du premier rendez-vous, en tous les cas des 2 premiers rendez-vous, quoi. Parce qu'il peut y avoir des changements et des réajustements. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Muriel? Non, très bien. L'idée, hein, comme c'est un service gratuit et pour tous, l'idée c'est de servir au mieux et de manière effectivement juste. Donc parfois, juste un point d'étape, un entretien, et vous dites, bah non, ça y est, j'ai mes premières actions à mettre en œuvre et je vous ressolliciterai si besoin. On peut avoir aussi cette place, même si nous on laisse les choses un peu aussi ouvertes. Vous pouvez ressolliciter. Hein, Carole a bien dit, vous pouvez ressolliciter un acteur. Il y a eu cette question d'ailleurs, hein, j'ai bénéficié d'un service APEC il y a quelques temps, ou quelques années, je ne sais plus comment c'était formulé. Vous pouvez, soit vous avez gardé le mail de votre consultant, pourquoi pas le ressolliciter, sinon vous repassez par apec.fr en l'occurrence pour parler de nous, et puis si c'est un autre réseau, vous reprenez rendez-vous via mon-CEP pour connaître le bon opérateur. Je rebondis aussi sur une remarque d'Alexiane, hein, qui dit « Je suis fonctionnaire et lorsque j'ai appelé pour un rendez-vous CEP, on m'a dit que je ne pouvais pas en bénéficier justement parce que j'étais fonctionnaire. » Alors, ça dépend
quel opérateur vous avez appelé, puisque vous avez vos propres opérateurs en qualité de fonctionnaire. Nous, souvent à l'APEC, on va faire un service de premier niveau, c'est-à-dire que souvent quand même vous avez un premier entretien qui vous est accessible pour un entretien, même si vous êtes fonctionnaire, mais surtout si vous avez cette ambition de vous repositionner sur des fonctions en ce qui nous concerne cadre. Après, je ne sais pas ce que va répondre les autres réseaux, réseau EVA, Évolution. Carole, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Mais non, c'est exactement ce que j'aurais dit, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, rencontrer et d'apporter, on va dire, des premiers éléments de réponse, on va dire, dans la réflexion de quelqu'un qui est fonctionnaire, ça fait partie de nos enjeux et je pense que je peux faire l'hypothèse que les autres réseaux, en fait, ont cet enjeu-là. Mais ensuite, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, se repositionner parce que si l'évolution, en fait, voulue, elle est en interne et donc, du coup, dans un contexte institutionnel dont on n'a pas forcément toujours les codes, du coup, voilà, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, que vous soyez accompagné au mieux avec quelqu'un qui en a les codes. Donc, on vous donnera des points de repère, mais on ne pourra pas, on va dire, agir autrement. Voilà, nous, on va pouvoir accompagner si votre projet et vos enjeux sont plutôt en lien avec un marché privé, je vais le dire comme ça, et avec une dominance de cadre. Alors, je prends la question de Florène qui rebondit peut-être sur ce qu'on a dit juste avant. Je suis actuellement accompagnée donc par l'APEC ainsi que par Pôle emploi et je suis intégrée dans l'accompagnement actif projet que j'ai cité tout à l'heure. Qu'est-ce que concrètement le CEP parmi tous ces dispositifs? Alors, je comprends, Florène, que ça peut être un peu flou parce que finalement, je trouve que le CEP, c'est plus une marque qui traverse un petit peu nos métiers. En fait, nous, par exemple, l'APEC a été taguée de fait conseil en évolution professionnelle parce que c'est notre métier au départ. Carole, tu veux rajouter des choses par rapport à ça? Non, après, je pense que je vais le dire comme ça. L'idée, c'est pas forcément de vivre tout en même temps. C'est mon conseil, hein. C'est pas forcément de vivre toutes les actions en même temps, mais parfois en complémentarité. Et parfois, il arrive qu'une personne vienne de faire une prestation avec un partenaire de Pôle emploi, parce qu'il est inscrit à Pôle emploi, et puis finalement nous rencontre ensuite. Et du coup, ça fait une continuité et ça fait un accompagnement à la mise en place du plan d'action. Et voilà, on travaille plutôt sur des éléments autres. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ce regard qui se croise tout en sachant que l'acteur principal reste Pôle emploi lorsqu'on est inscrit à Pôle emploi. Nous, on est un acteur partenaire, mais on ne remplace pas Pôle emploi. C'est vraiment, voilà. Alors, j'ai Marie-Gaëlle, mince, il y a d'autres questions, donc ça remonte, qui disait, voilà, compte tenu le potentiel important des demandes CEP, l'APEC recrute-t-elle des conseillers et des consultants? En fait, là, je vous invite à vous rapprocher déjà, à suivre les offres. Quand il y a des opportunités internes, elles sont toutes publiées sur notre serveur apec.fr en mettant consultant en développement professionnel si vous voulez utiliser des mots-clés. Et puis ensuite, le recrutement se fait par notre pôle RH au niveau national. Et de fait, il y aura quand même un peu plus d'offres sur la région Île-de-France, qui représente 50% du potentiel de l'APEC, région Rhône-Alpes, mais il peut y en avoir partout pour autant. Kelly, je me permets aussi de lire ce commentaire parce que voilà, je trouve que ça témoigne aussi un peu de ce qu'on a voulu faire dans cet échange. Merci pour cette présentation, cela me permet de prendre du recul et d'éviter de culpabiliser. Actuellement demandeur d'emploi et en plein divorce, je ne me sens pas prête à travailler, je ressentais de la honte. Votre présentation m'a permis de comprendre que j'avais besoin de temps et que c'est normal et accepté. Clairement, voilà, vous mettez la lecture de votre témoignage est touchante. Je vous en remercie. Prenez ce temps-là. C'est-à-dire que vraiment, l'écriture professionnelle qui viendra, elle sera d'autant plus sereine si vous avez pris ce temps pour vous. Et que il y avait une question au début de la partie psycho, bien évidemment, en fait. C'est-à-dire que parfois, il faut aller chercher un double accompagnement qui peuvent prendre plein de natures différentes, mais en parallèle d'un conseil en évolution professionnelle, ça peut être intéressant de pouvoir être serein ou sereine, on va dire, sur des étapes de vie personnelle.
Alors, je reprends une question, je reprends la question de Oui, Pierrette et du coup qui montre aussi le témoignage de quelqu'un d'autre. Je crois que c'est Jeanne qui a choisi son métier dans la RSE depuis très longtemps et finalement qui se trouve face à des désillusions malgré finalement ce choix au départ. Oui, on a ce que l'on imagine, ce qu'on idéalise parfois aussi peut-être, ou en tout cas ce qu'on imagine des métiers n'est pas toujours ce qu'on trouve effectivement dans le réel. D'où ces fameuses effectivement étapes où on se remet effectivement en question. Et du coup, j'ai une question aussi de Pierrette qui dit comment les CEP sont organisés pour bien comprendre le marché. Ah oui, ça se termine dans les 15 heures, pardon. Du coup, on est obligé de dire au revoir. Je suis désolée, je pense que ça va se couper automatiquement. Il y a les études. Voilà, c'est ça. Il y a des études marché qui nous permettent d'avoir, on va dire, des éléments à vous apporter et à vous partager. Le site APEC Corporate. Voilà. Merci à vous pour vos partages et vos témoignages. On vous souhaite voilà, de belles évolutions et de bons webinaires pendant cette période. Merci à vous. Merci à tous. Merci pour vos partages et vos questions.